Cette vidéo est sponsorisée par Filmora 11. Ça, c'est Steven Filmmaker. Et il est ravi parce qu'il vient de finir de tourner son prochain film, L'invasion des envahisseurs 4, le retour. Ça va être de la bombe. Sauf qu'il a pas de logiciel de montage, ce débile. Ah ouais. Tu as quelque chose pour moi, du coup? Évidemment, mon con. Bonjour, je suis John Michael Advertising et aujourd'hui on va parler de Filmora. Et figure-toi que t'as de la chance, la toute nouvelle version vient de sortir. Filmora 10 laisse donc sa place à Filmora 11. À tous les coups, le prochain s'appellera Filmora 12, tu verras. Filmora 11, c'est un logiciel de montage simple et intuitif qui te donne accès aux fonctionnalités que tout logiciel de montage digne de ce nom propose. Des textes, des transitions, des filtres, bref, c'est idéal pour les débutants. Mais je ne suis pas un débutant, mon con. T'inquiète pas ma gueule, Filmora est hyper complet et la version 11 te propose plein de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, la rampe de vitesse. Ralentit ou accélère facilement tes vidéos pour créer des effets cinématographiques uniques. Une autre fonctionnalité hyper pratique, c'est l'accès à des musiques, vidéos et images libres de droit directement dans le logiciel depuis Unsplash, Pixabay et Giphy. Comme ça tu seras jamais à court de contenu ma gueule. Tu as aussi une fonction pour enregistrer ton écran, ce qui peut toujours être utile, mais surtout la prise en charge de plugins OpenFX qui te permettront d'utiliser toutes sortes d'effets 3D dignes d'Hollywood. Ça te va ma gueule? Ça m'a l'air plutôt pas mal, effectivement. Alors clique sur le lien dans la description pour en savoir plus, tu m'en diras des nouvelles. Merci John Michael, j'ai hâte d'avoir mon Oscar. De rien ma gueule, et aux Oscars tu feras gaffe à Will Smith, il est un petit peu soupolé en ce moment. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui on s'enferme dans un bunker pas du tout anxiogène où ne règne que la bonne ambiance. C'est parti pour 10 Cloverfield Lane. Cloverfield ayant bien marché au box-office, il n'en fallait pas plus pour connaître l'idée d'une suite. On sait comment ça marche. Mais si des idées sont bien lancées du côté du producteur J.J. Abrams et du réalisateur Matt Reeves, rien ne se concrétise véritablement. Dans une interview, Reeves fait tout de même part de son idée de raconter la même histoire en adoptant simplement le point de vue d'un autre New-Yorkais lors de la nuit du drame. Il pense même à ce personnage-ci qu'on aperçoit sur le pont de Brooklyn. Mais comme je le disais, ce ne sont que des idées lancées sans véritable intention de les faire aboutir. Du coup bon, ça stagne un petit peu. Mais le sujet revient très régulièrement, et notamment en interview. Dès qu'Abrams en donne une, il n'échappe pas à la question éternelle. Et Cloverfield 2 alors? Hein? La demande est donc toujours présente. Mais pour Abrams, la demande, ça ne suffit pas pour lancer la production d'un film. Il faut surtout une bonne idée. On saluera la mentalité, ça paraît logique, mais généralement c'est pas comme ça qu'on raisonne à Hollywood. Et puis il faut dire qu'Abrams est un homme occupé, son scénariste Drew Goddard également, de même que le réalisateur Matt Reeves. Bref, chacun fait sa carrière de son côté, et c'est pas facile de réunir le trio. Cerise sur le gâteau, la Warner met en chantier Pacific Rim et une nouvelle version de Godzilla. Deux gros films de kaiju donc, qui poussent Abrams à remettre en question le concept même de ce Cloverfield 2. Et si Cloverfield 2 n'était pas un film de kaiju? Et si Cloverfield 2 n'était même pas Cloverfield 2 en fait? Ce serait pas complètement ouf? Abrams décide alors que Cloverfield 2 ne sera pas une suite au sens littéral du terme. Il s'agira avant tout de raconter une histoire originale qui surprenne le public. Parce que Cloverfield c'est plus qu'un film de kaiju, c'est un état d'esprit, tu vois. Au début de l'année 2012, Josh Campbell et Matthew Stucken travaillent à l'écriture d'un script baptisé The Cellar. L'histoire, une jeune fille de 18 ans se réveille dans un bunker. Là, son ravisseur lui révèle qu'il s'est passé une catastrophe à la surface et que l'air y est désormais irrespirable. Autrement dit, elle est enfermée avec lui. Mais quel est le plus dangereux, l'intérieur ou l'extérieur? Et si Josh Campbell et Matthew Stucken ont un CV bien rempli, le premier étant monteur et le second producteur, il s'agit là de leur première fois en tant que scénariste. Toujours est-il qu'à peine 2 mois après s'être lancés dans l'écriture, ils vendent leur manuscrit à la Paramount, qui y voit là un concept parfait pour sa filiale InSearch Pictures. Pour la petite histoire, cette filiale fut créée par le studio suite au succès surprise fulgurant de Paranormal Activity. Le but étant de produire des films de genre à bas budget, mais à fort potentiel commercial. Roger Corman serait fier. Et du coup, le script atterrit chez Bad Robot, la société de J.J. Abrams associée à la Paramount. Et J.J. est emballé. Non seulement il a un coup de cœur pour cette histoire qui lui rappelle sa série préférée, la 4ème dimension, mais en plus de ça, il y trouve un ADN similaire à Cloverfield dans ce mélange de peur, de bizarrerie, de cœur et de mystère. Bref, Abrams est partant pour développer le projet, mais il estime que le script a besoin de réécriture. Et ces réécritures seront notamment effectuées par Damien Chazelle, jeune auteur-réalisateur prometteur qui remodèle grandement l'histoire. La jeune fille devient une jeune femme, les rapports entre les personnages sont modifiés, et la fin prend une tournure inattendue. Chazelle se voit même offrir le poste de metteur en scène sur le projet, désormais développé sous le nom de Code Valencia. Mais alors que les choses se mettent en place, le réalisateur se voit offrir une opportunité qu'il ne peut refuser. En effet, on lui offre la possibilité de développer son projet de rêve, à savoir transformer son court-métrage Whiplash en un film. Il quitte donc Valencia et part tourner Whiplash pour le résultat qu'on connaît. Foncez voir Whiplash d'ailleurs. Bon, je dis ça, mais vous l'avez déjà vu, hein. Évidemment. Du coup bon, Chazelle réalise son rêve, mais Abrams, lui, il est bien embêté. Qui sait qui va donc le remplacer? C'est alors que Lindsay Weber, productrice en chef chez Bad Robot, pense à Dan Trachtenberg. Enchanté. Passionné de cinéma depuis sa plus tendre enfance, Trachtenberg a débuté sa carrière comme réalisateur de pubs au début des années 2000, créant notamment des spots pour Lexus et Coca-Cola. Mais c'est en 2011 qu'il commence à sérieusement faire parler de lui en signant un impressionnant court-métrage inspiré du jeu vidéo Portal, qui génère un petit buzz sur le web. La même année, il réalise un autre court-métrage pour la chaîne YouTube Blackbox TV, More Than You Can Chew, que je vous invite à aller voir. À côté de ça, le réalisateur anime également des podcasts sur la culture pop, notamment The Totally Rad Show qu'il co-présente entre 2007 et 2012. Bref, Trachtenberg est du genre passionné, multitâche et talentueux. Et Lindsay Weber
Weber le sait bien. En effet, c'est elle qui a produit son film étudiant lorsqu'il était à la fac. Elle a donc toute confiance en son talent, et c'est pourquoi elle le recommande chaudement auprès d'Abrams. Sauf que JJ, il est sceptique. Il est sceptique parce que Trachtenberg n'a jamais réalisé de long métrage, et il craint que ce manque d'expérience ne pose problème. Et même s'il a grandement apprécié son court-métrage sur Portal, Abrams doute que Trachtenberg ait les épaules pour endosser le projet. Mais Weber insiste. Elle croit en son poulain. Le script lui est donc envoyé, et le réalisateur est convié dans les bureaux de Bad Robot pour en parler. Et ça se passe plutôt pas mal. Trachtenberg n'a rien du petit réalisateur hésitant, bien au contraire. Et il impressionne littéralement Abrams dans sa vision de metteur en scène semble limpide. Les idées foisonnent, et son inexpérience des plateaux de cinéma n'entache en rien son apparente maîtrise créative. En avril 2014, il est donc officiellement annoncé qu'il prend les rênes de ce Valencia, qui reçoit le feu vert de la Paramount, et se voit doté d'un budget de 15 millions de dollars, loin des 5 millions estimés initialement quand le projet s'appelait encore The Cellar. Trachtenberg retravaille le script avec Dan Casey, y incorporant quelques idées perso, et pendant la phase de développement, il est décidé que ce Valencia constituera une suite spirituelle à Cloverfield. Une nouvelle fois, la production aura donc lieu dans le plus grand secret, préservant le mystère autour de l'histoire comme sur le film original. Car c'est aussi ça le Cloverfield Spirit. À la mi-2014, la pré-production bat son plein et l'équipe artistique bâtit le décor du bunker sous la houlette du chef décorateur Ramsey Avery. Un décor à l'importance capitale car c'est là que se dérouleront les 2/3 du film. Mais Trachtenberg et Avery ne voulaient pas d'un bunker classique et froid comme on en a déjà vu des centaines au cinéma. Ils voulaient quelque chose de plus intéressant visuellement et narrativement. Pour ce faire, Avery décide donc d'adopter le point de vue du personnage de Ward, qui a bâti le bunker dans le but d'en faire un refuge pour sa famille. Le bunker devra donc être accueillant et chaleureux et refléter cette volonté d'en faire un cocon familial. Pendant leur recherche, Avery et Trachtenberg rencontrent de véritables bâtisseurs de bunkers, ce qui leur permet de faire un tour des lieux et de les interroger sur certains aspects de la vie souterraine. Quel type de nourriture stocker par exemple. Et ces informations les aideront à rendre le décor le plus crédible possible. Et dans une volonté pratique, il est décidé de construire le décor dans son intégralité sur un seul et même plateau. Une fois bâti, il n'y aura plus qu'à le laisser entre les mains du directeur de la photographie Jeff Cutter pour l'éclairer correctement. Le but, que chaque pièce dispose d'une ambiance différente pour que le tout ne soit pas redondant visuellement, et que le bunker alterne lui-même entre un mode jour et un mode nuit, synonyme d'éclairage plus ou moins puissant selon le moment de la journée. En juillet 2014, John Goodman rejoint le projet dans le rôle de Ward, le ravisseur et propriétaire du bunker. Puis en août, c'est Mary Elizabeth Winstead qui est choisie pour incarner Michelle, la jeune femme pleine de ressources qui se réveille dans le bunker de Ward. Trachtenberg était fan de l'actrice depuis de nombreuses années, Qui ne l'est pas en même temps. mais c'est sa performance dans Smashed, où elle joue une alcoolique essayant de faire face à son addiction, qui l'a convaincu qu'elle serait parfaite pour le rôle. Un mois plus tard, Winstead et Goodman sont rejoints par John Gallagher Jr. dans le rôle d'Emmett, troisième et dernier habitant du bunker. Contrairement à Cloverfield, les acteurs disposent du script. Cependant, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi avec. Leurs manuscrits sont donc nominatifs et imprimés sur papier rouge, ce qui les rend impossible à photocopier. Le secret continue donc de régner au sein de cette production. Et alors que le tournage approche, Trachtenberg et ses acteurs ont droit à 2 semaines de répétition sur le décor, ce qui permettra également au réalisateur et à son directeur photo de préparer la mise en scène et le langage visuel du film en amont. Bunker oblige, l'environnement où se déroule le film est très confiné, ce qui implique peu d'espace pour filmer. Dans ce genre de cas, en général, on filme avec des objectifs grand angle, dont la distance focale minime nécessite par conséquent très peu de recul. Sauf que Trachtenberg ne veut pas procéder comme ça. Il n'aime pas ce style visuel qui a tendance à déformer les perspectives. Ce qu'il veut, c'est utiliser de longues focales, mais qui nécessitent par conséquent beaucoup de recul. Et ce sera possible, mais en bougeant les murs du plateau pour être en mesure de placer la caméra au bon endroit. Ils devront cependant faire attention à ne pas trop reculer la caméra, car il est important que le public se sente enfermé avec les personnages. Une fois tous ces éléments en tête, le tournage de Valencia peut démarrer à la Nouvelle-Orléans le 20 octobre 2014. Et le film prenant place en grande partie au sein d'un seul et même décor, les séquences seront tournées dans l'ordre chronologique. Un luxe très rare dans le milieu. Et cette façon de procéder va grandement aider les acteurs à s'immerger dans leur rôle. Étant par conséquent toujours conscients de ce que leurs personnages viennent de traverser, il leur est ainsi beaucoup plus simple de se mettre dans l'état émotionnel requis. Un luxe bienvenu donc, car il leur faut être le plus efficace possible, le planning étant serré. En effet, ils n'auront que 7 semaines pour mettre en boîte le film, ce qui n'est pas énorme. Heureusement, Trachtenberg est confiant et calme. Il sait ce qu'il veut et comment l'obtenir, ce qui rend l'expérience d'autant plus appréciable pour son casting, qui a toute confiance en lui. Et s'il n'ose pas trop diriger le vétéran John Goodman, ce dernier accueille pourtant ses idées avec plaisir et se laisse volontiers guider par le jeune réalisateur. Un bon gars ce Goodman. Le tournage s'avéra malgré tout éprouvant pour Mary Elizabeth Winstead de par l'aspect assez physique de certaines de ses scènes. Le pire étant lorsque son personnage doit se faufiler dans les conduits de ventilation du bunker. Pour tourner ses plans, un conduit en métal d'environ 5 mètres est conçu par l'équipe artistique, au sein duquel l'actrice doit se glisser. Le problème étant que l'espace est particulièrement étroit, mais aussi très froid et coupant. Et étant donné que les derniers mètres du conduit partent en diagonale, elle doit faire de son mieux pour grimper jusqu'à la sortie. Clairement pas une partie de plaisir pour l'actrice donc, qui en ressortira avec de nombreux bleus et coupures. Et le problème, c'est que ces plans furent tournés et retournés à de nombreuses reprises, aux grandes dames de
Winstead, qui fut même à 2 doigts de rester coincé dedans. Et le tournage de ses altercations avec John Goodman lui valut également quelques bleus, les deux acteurs ayant décidé d'un commun accord d'y aller franc jeu et de ne pas se retenir. Étant assez athlétique, Winstead tient en effet à faire la plupart de ses cascades elle-même, et ce malgré la présence d'une cascadeuse sur le plateau. Malheureusement, l'actrice contractera la grippe au moment de tourner ses séquences les plus orientées à action. Elle y parviendra cependant malgré ses 39 de fièvre. Quel badass! Mais malgré tous ces aléas, l'ambiance est bonne sur le tournage. John Goodman a beau être une légende, il est aussi très drôle, un vrai bout en train. Grâce à lui, le plateau baigne dans une atmosphère légère et donc plaisante pour le casting et l'équipe technique. Et si comme sur le Cloverfield original, la Paramount ne se montre pas trop envahissante, laissant Trachtenberg libre de ses choix, le réalisateur recevra tout de même 2 notes de la part du studio. La première est en provenance du chef même du studio, Mark Evans, qui demande à ce que le film comporte une séquence légère où l'on verrait les personnages passer du bon temps au sein du bunker, histoire d'offrir un moment de répit au public dans un film à l'atmosphère autrement assez intense. La seconde note provient quant à elle d'un exécutif du studio qui demande à ce que les personnages mangent de la glace pendant une scène, prétextant que si c'était la fin du monde et qu'il était lui-même enfermé dans un bunker, il se ferait plaisir et mangerait toute sa réserve de glace. Merci Bernard pour ta participation chelou. Quant à J.J. Abrams, il ne peut être présent sur le tournage, ayant alors fort à faire avec son propre petit film indépendant, Star Wars épisode 7. Mais de là où il regarde quotidiennement les rushs des plans tournés par l'équipe, et envoie régulièrement ses idées et encouragements à Trachtenberg. Il est cool, JJ. Une fois les plans au sein du bunker en boîte, l'équipe tourne quelques scènes à effets spéciaux où Trachtenberg choisira généralement de privilégier les effets pratiques. Ainsi, pour tourner les plans d'un crash de voiture filmé de l'intérieur, l'équipe coupe une voiture en deux pour pouvoir obtenir le plan voulu et la place sur un système rotatif. La séquence sera certes filmée sur fond bleu, mais dans le but de marier au mieux les deux approches. Une autre scène à effets spéciaux, cette fois-ci avec un pick-up, sera mise en boîte de la sorte. Le véhicule est ainsi placé sur un cardan capable de lui faire subir des changements d'inclinaison extrêmes. Winstead appréciera d'ailleurs beaucoup l'expérience, semblable à un manège de parc d'attractions. Enfin, l'équipe part pour 5 jours de tournage de nuit en extérieur. Sauf qu'une des nuits, un épais brouillard fait son apparition, mettant à mal la continuité avec les plans tournés les nuits précédentes. Mais d'un autre côté, le rendu est superbe. Tellement superbe que Trachtenberg décide de continuer à tourner comme si de rien n'était, et demandera aux techniciens des effets visuels de rajouter du brouillard numérique sur les autres plans. Le tournage s'achève finalement le 15 décembre 2014, et contrairement à Cloverfield, sa post-production va bénéficier d'une durée relativement confortable d'un peu plus d'1 an. Ouais, parce que sur le premier, ça s'est fait en à peine 6 mois. Et la post-production du film aura entièrement lieu dans les bureaux de Bad Robot, enfonçant le clou quant à l'aspect production indépendante du long métrage. Le montage sera donc assuré sur place, de même que les effets visuels conçus par Kelvin Optical, la boîte d'effets visuels interne de Bad Robot. Abrams sera quant à lui beaucoup plus impliqué sur cette partie, ayant achevé le tournage de son Star Wars. Du coup, le film passe en phase de montage, confié au bon soin de Stefan Grob, un monteur spécialisé dans les bandes annonces qui fait ici ses premiers pas sur un long métrage. Et Trachtenberg n'était pas spécialement sûr de la manœuvre. Étant lui-même débutant, il s'imaginait en effet travailler avec un monteur aguerri histoire de contrebalancer cette inexpérience. Cependant, dès sa première rencontre avec Grob, le courant passa immédiatement et tous ses doutes s'envolèrent. Au montage, Trachtenberg a l'embarras du choix. John Goodman a en effet proposé énormément d'interprétations différentes, adoptant une attitude plus ou moins menaçante selon les prises. Il s'agira donc de trouver le bon équilibre entre différentes subtilités de jeu. Cette étape capitale leur demandera 6 mois de travail. Et lorsqu'une séquence ne fonctionne pas ou qu'ils estiment qu'il leur manque une prise, des journées de tournage additionnelles sont organisées, toujours au sein des locaux de Bad Robot. Ils y retourneront notamment la scène d'intro du film, dans le bureau même de la productrice Lindsay Weber. À la base, la scène était assez bavarde, mais Trachtenberg a préféré en faire une séquence non dialoguée, plus en accord avec l'acte 1 du film. Au début du film, on peut entendre la voix du copain de Michel qui lui laisse un message sur son répondeur. Et bah vous devinerez jamais à qui appartient cette voix. Dans un premier temps, c'est le monteur Stefan Grob qui prêta sa voix le temps de trouver quelqu'un. Ils demandèrent ensuite aux employés de Bad Robot de venir faire des essais, mais ça le faisait pas. Et puis soudain, Abrams se demanda si Bradley accepterait de donner de la voix. Bradley Cooper donc, avec qui Abrams avait travaillé sur la série Alias. Abrams lui envoya donc un mail pour lui demander cette faveur, et la star accepta avec plaisir. Il enregistra donc ses répliques avec son téléphone, et lui envoya le fichier par mail. La puissance de la machinerie hollywoodienne en pleine action. Impressionnant. Il retourne également la scène du crash en voiture, Trachtenberg n'étant pas satisfait des plans tournés en studio, de même que la première apparition du personnage d'Emmett, ce dans le but de le rendre plus immédiatement sympathique et attachant, contrairement au premier montage où il inspirait la méfiance. Et pendant ce temps, l'équipe de Kelvin Optical travaille sur l'aspect conceptuel. L'aspect conceptuel de quoi, vous allez me demander? Et là du coup j'ai envie de vous dire, attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de sauter cette partie ou de carrément aller voir le film parce que je vais re-spoiler un peu plus loin. Voilà, vous êtes prévenus. La fin du film effectue un virage inattendu vers la science-fiction, des vaisseaux spatiaux et créatures extraterrestres font leur entrée dans l'acte 3. Kelvin Optical avait donc en charge la conception de ces éléments. Le vaisseau sera conçu par Nick Hyatt, mais les extraterrestres vont donner du fil à retordre aux artistes. Abrams voulait que ces créatures soient technologiquement avancées, avec des armures pour un rendu quasi robotique. Sauf que Trachtenberg, lui, tenait à avoir un rendu purement organique. Les deux collaborateurs décidèrent donc de couper la poire en deux et demandèrent à leur équipe de trouver un équilibre entre un rendu mécanique et organique. Mais bon, pas facile. Abrams fit alors appel à Neil Scanlan, concepteur de créatures
créature réputée avec lequel il venait de travailler sur Star Wars. Et c'est donc lui qui parvint à concevoir la créature, qui fut ensuite confiée aux bons soins des techniciens 3D de Kelvin Optical. Mais les créatures et vaisseaux spatiaux ne furent pas les seuls éléments sur lesquels ils travaillèrent. Le film était en effet riche en effets invisibles. Par exemple, lors d'un plan au début du film, la caméra fait un lent mouvement jusqu'à finir sur le genou du personnage de Michel. Le problème, c'est que sur la prise choisie par Trachtenberg, la mise au point n'était pas parfaite et le genou apparaissait donc flou. L'équipe des effets visuels dut donc mixer cette prise avec une autre où le genou était net. Ils travaillèrent également sur ce plan où le bout du bâton est en imagerie numérique. C'est fou, non? Concernant la partie musicale, c'est bien McCreary qui en eut la charge. Compositeur talentueux et passionné, McCreary s'était fait un nom dans le domaine des séries télé en travaillant notamment sur Battlestar Galactica et The Walking Dead. Et il fut engagé sur le film avant même le début des prises de vue. Lors de ses meetings avec Abrams et Trachtenberg, les trois hommes tombèrent d'accord sur le fait que, même si le film était un huis clos, la musique devrait évoquer un sentiment de grandeur. Il fut donc encouragé à éviter les clichés en allant à contre-courant de ce qui se fait habituellement. Le compositeur expérimentera donc beaucoup avec des instruments originaux comme le blaster beam et le tambour yahili, produisant des sons étranges et perturbants. Et McCreary fut également encouragé à s'inspirer du style de Bernard Herrmann, compositeur fétiche d'Alfred Hitchcock. Pour enregistrer la musique, le compositeur fit appel à 4 orchestres différents, dont le Calder Quartet, l'un des quatuors à cordes les plus respectés du monde musical. Le gros challenge fut donc de parvenir à mêler ces nombreuses influences disparates en un résultat parfaitement homogène. Dernier détail à régler, le titre. Encore. Pour rappel, The Cellar, le titre original, a été abandonné, et Valencia, titre sous lequel fut développé le film, n'était qu'un nom de code. Un nom de code que Trachtenberg n'aime pas du tout d'ailleurs. Abrams et lui cherchent donc un titre pour le film. Et pour expliciter le lien avec Cloverfield, ce titre devrait comporter le mot Cloverfield. Du coup. Et donc les idées vont et viennent. Parmi elles, The Book of Cloverfield ou encore The Cloverfield Files. Et c'est finalement Abrams qui débloque la situation lorsqu'il lance le fameux 10 Cloverfield Lane, adresse fictive où se déroulerait le film. Trachtenberg est immédiatement séduit par l'idée qui lui évoque le titre d'un épisode de la 4ème dimension. Ce sera donc 10 Cloverfield Lane. Et pour enfoncer le clou, il est décidé de rajouter un plan de l'adresse figurant sur une boîte aux lettres à la toute fin du film. Et mine de rien, la sortie approche. Après que la filiale Insurge Pictures ait été absorbée par la Paramount suite à une série d'échecs au box-office, 10 Cloverfield Lane redevient une production Paramount sans label précis. Et la promo démarre. En janvier 2016, sans prévenir personne, le studio diffuse une bande-annonce dévoilant non seulement la date de sortie du film, qui aura lieu à peine 2 mois plus tard, mais aussi tout simplement son existence, car jusque-là, rien n'avait vraiment filtré auprès du grand public. Ceci dit, la grosse révélation, c'est tout simplement son titre, 10 Cloverfield Lane, qui vient rendre publique l'affiliation du film avec Cloverfield premier du nom. Une filiation que les acteurs eux-mêmes ignoraient d'ailleurs. Car si l'idée flottait bien dans l'air au moment du tournage, il ne fut jamais explicité face à eux que le film s'inscrirait officiellement dans cette saga. Avant sa sortie, le film a droit à un spot au Super Bowl et aux Oscars, ce qui permet, après des mois de mystère, d'être dévoilé au plus grand nombre et de faire trembler d'impatience les fans de Cloverfield, très curieux de voir ce que J.J. Abrams a bien pu leur concocter cette fois. Trachtenberg continuera quant à lui de peaufiner le montage sonore du film jusqu'à la dernière minute, et celui-ci ne sera fin prêt que la nuit d'avant sa première officielle, qui aura lieu le 8 mars 2016 à New York, juste avant sa sortie nationale le 11 mars. Et une nouvelle fois, le succès est au rendez-vous. Le film rapporta en effet un peu plus de 110 millions de dollars dans le monde, ce qui est certes moins que les 172 millions de Cloverfield, mais qui reste plus que respectable considérant son faible budget. Quant à la critique, elle fut généralement favorable, et ce malgré un acte 3 controversé qui n'aura pas convaincu tout le monde. Dans 10 Cloverfield Lane, Michelle se réveille dans un bunker à la suite d'un accident de voiture. Là, elle fait connaissance avec Howard qui prétend lui avoir sauvé la vie et que tous ceux qui étaient à la surface sont morts à la suite d'une attaque chimique. Michelle se trouve donc forcée d'accepter la situation et de cohabiter avec son prétendu sauveur, mais également Emmett qui bénéficie lui aussi de l'hospitalité de leur hôte. Mais Howard semble cacher de lourds secrets et le bunker finit par prendre des allures de piège bien plus que de refuge. Du coup, 10 Cloverfield Lane, bien, pas bien, et surtout, pourquoi? Et ben 10 Cloverfield Lane, c'est selon moi une belle réussite, et ce à pas mal de niveaux. Bon déjà, parlons de Dan Trachtenberg. Le gars a beau signer son premier long métrage, c'est juste impossible de le deviner tant chaque scène respire la maîtrise. C'est un véritable tour de force de la part du jeune réalisateur qui livre un métrage à la mise en scène intelligente. Jamais plate, jamais inutilement virtuose, mais toujours au service de son histoire. Car ce film, c'est quasiment un exercice de style. C'est vrai, pendant la majeure partie du métrage, 10 Cloverfield Lane c'est simplement 3 personnages enfermés dans un bunker. Avec un réalisateur sans talent, ça aurait vite tourné en rond cette histoire. Fort heureusement, ce n'est pas le cas, et Trachtenberg fait constamment preuve d'inventivité, si bien que malgré l'unité de lieu, on n'a jamais l'impression de voir la même chose encore et encore. Et le talent du réalisateur est d'autant plus flagrant que 10 Cloverfield Lane n'est pas particulièrement riche en dialogue, notamment pendant l'acte 1, qui est quasi intégralement muet. Et en général, c'est là qu'on parvient à distinguer les bons réalisateurs des médiocres. Le cinéma, c'est un art visuel. Le but, c'est avant tout de raconter une histoire en montrant des choses. Si tout passe par le dialogue, c'est que le réalisateur est pas hyper doué et qu'il devrait plutôt écrire des bouquins. Bref, ici Trachtenberg va souvent filmer des actions, des regards, ou bien des objets qui auront une importance plus tard. Tout est signifiant, même les décors. On peut par exemple évoquer la pièce où Michelle se réveille, peinte en rose, mais seulement à moitié. Pourquoi?
C'est le genre de question qu'on peut choisir de se poser ou pas et dont on trouvera la réponse au sein du film. Bref, pour résumer, le film se raconte visuellement, ce qui demande une maîtrise et une précision de chaque instant de la part du réalisateur. Le meilleur exemple pour illustrer mon propos, la scène d'intro du film. Dans cette séquence, on voit Michel préparer ses affaires et quitter son appartement en urgence. Et du coup, il y a le côté illustratif de la séquence, où la caméra va simplement filmer l'action, mais il y a également une dimension implicite, où la caméra va s'attarder sur une foule de petits détails révélant énormément de choses sur le personnage. Pas une ligne de dialogue, et pourtant tout est dit. Et cette volonté de limiter le dialogue aura pour effet une sorte d'immersion dans la tête de Michel. Si elle ne s'exprime pas via le dialogue, on doit donc lire en elle pour être en mesure de comprendre ses intentions et ce qu'elle ressent. Trachtenberg ne cache pas son amour pour les jeux vidéo, et le médium exerce une influence énorme sur sa sensibilité de cinéaste. Ainsi, il a fait en sorte que le film soit entièrement raconté du point de vue de Michel. On ne voit que ce qu'elle voit, on ne sait que ce qu'elle sait, bref, on est elle, comme dans un jeu vidéo où l'on incarne un personnage du début à la fin de l'histoire. Ainsi, de par ses choix de mise en scène visant à nous rendre actifs, le réalisateur fait en sorte que l'on se sente pleinement investi dans l'histoire et nous offre un film au suspense implacable. Ah, c'est clair que Trachtenberg, il est doué pour le suspense. Que se passe-t-il à l'extérieur? Et que va-t-il se passer à l'intérieur? Le réalisateur connaissant ses classiques, l'influence d'Hitchcock plane sur le film. Trachtenberg fait donc naître la tension petit à petit, comme lors de la géniale scène du repas, qui démarre avec un enchaînement de plans fixes composés avec soin, ce avant que la tension n'explose soudainement et que l'on passe à des plans instables filmés caméra à l'épaule communiquant avec brio l'intensité du moment. À la base, la scène du repas était censée démarrer par un monologue de Howard racontant le siège de Valence, ce qui explique d'ailleurs le titre de travail du film, Valentia. Et lors de ce monologue, Howard insistait sur la notion de trahison, lui permettant de mettre en garde Michel et Emmett. Mais le réalisateur et son monteur décidèrent finalement de couper ce monologue et de le remplacer par un simple regard menaçant de l'acteur qui en disait tout autant que ce long discours. Ce qui souligne une nouvelle fois la volonté de Trachtenberg de privilégier l'approche purement visuelle de la mise en scène. Cette scène, c'est aussi l'occasion pour Trachtenberg de poser la dynamique entre ces trois personnages et d'exposer leur vision de la survie. Howard veut tout contrôler, quitte à en devenir toxique et agressif, Michel veut fuir, et Emmett quant à lui cherche simplement à détendre l'atmosphère. Trois personnages différents donc, mais tous crédibles et extrêmement bien interprétés. Comme à son habitude, Mary-Elizabeth Winstead est irréprochable et porte sans mal le film sur ses épaules. Elle nous offre en effet une performance sans faille dans le rôle de Michel, un personnage fort et plein de ressources, au parcours passionnant sur lequel on reviendra dans quelques instants. L'autre performance marquante du film, c'est bien évidemment celle de John Goodman dans le rôle de Howard. L'acteur campe ici un personnage instable et ambigu, dont les réactions sont impossibles à anticiper. Tour à tour terrifiant et agressif, puis soudainement drôle et quasi bienveillant, il passe d'un extrême à un autre et ce parfois en l'espace d'un instant. Et ces changements d'humeur sont toujours interprétés avec une justesse admirable par Goodman. Enfin, John Gallagher Jr. apporte un semblant de sérénité à l'ensemble, campant un personnage profondément attachant. On se retrouve donc avec trois acteurs excellents campant des personnages intéressants coincés les uns avec les autres, ce qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler les Dents de la Mer avec Brody, Hopper et Quint sur leur cas. Une étude de caractère donc, au sein d'un film où la paranoïa joue un rôle important, Michel ne sachant jamais vraiment sur quel pied danser vis-à-vis de Howard, à qui il est difficile d'accorder sa confiance. Et étant donné qu'on ne sait jamais vraiment ce qui se passe dans sa tête, le film s'amuse de cet état de fait, prenant un malin plaisir à constamment nous désarçonner, comme lors de la scène où les personnages jouent à Time's Up, à la fois intense et riche en humour noir. Rien n'est jamais acquis d'avance, et à l'image des réactions de Howard, il est bien difficile d'anticiper la direction que le film va emprunter. Et surtout sa fin. Du coup attention, je vais respoiler. Mais allez voir le film sérieux, ce sera plus simple, c'est vachement bien en plus. Comme je le disais, avec ces trois personnages confinés les uns avec les autres, le film fonctionne comme une étude de caractère. Et cette étude de caractère a un fil rouge, il s'agit du rapport au courage, et surtout à son opposé, la lâcheté. Chacun des personnages fait preuve de lâcheté à un moment ou à un autre. Emmett par exemple raconte à Michel qu'il n'a pas osé quitter sa ville natale pour aller faire ses études, de peur de ne pas être à la hauteur, et ce alors qu'il avait été accepté par une prestigieuse université. Quant à Michel, c'est un personnage qui a toujours choisi de fuir les problèmes plutôt que les affronter, et son parcours va consister à trouver en elle les ressources pour dépasser ça. Au début du film, elle quitte son fiancé suite à ce qui n'était apparemment qu'une simple dispute. Et quand il lui reproche par téléphone cette tendance à fuir, elle raccroche. Elle est dans le déni. La première étape sera donc d'accepter ce problème, ce qu'elle finit par faire lors d'une conversation avec Emmett qui prend l'allure d'une confession. Après l'acceptation, c'est la mort de son ami Emmett, tué par Howard, qui va lui donner la force de faire le nécessaire pour quitter le bunker, ce qui l'oblige à affronter Howard. Et elle en ressort vainqueur. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais non, parce que le personnage n'a pas encore achevé son parcours. Bah ouais, certes elle a fait face à Howard, mais c'était toujours dans le but de fuir. Du coup, pour confirmer que le personnage a vraiment changé, il faut lui faire subir une dernière épreuve. Et cette épreuve fait subir au film un changement de genre à la toute dernière minute. On passe en effet d'un thriller psychologique en huis clos à un film d'invasion extraterrestre. Car même si c'était clairement un gros taré, Howard avait raison, les aliens ont débarqué. Et autant dire que cette fin a déstabilisé pas mal de monde. Du coup, les aliens étaient-ils nécessaires, ou était-ce le twist de trop? Cet acte 3, en vérité, c'est la continuation logique du parcours de Michel. Si le film s'était terminé au moment où elle quitte le bunker, il aurait manqué une véritable conclusion à son arc, car comme je
je l'ai dit, ce n'était rien de plus qu'une nouvelle fuite. Mais là, elle fait face à un nouveau problème, les aliens, qu'elle se trouve obligée d'affronter, tout de suite étant ici impossible. Un nouveau conflit dont elle ressortira également vainqueur, et qui nous amène à la conclusion du film, où elle se voit offrir un choix de façon littérale. Un chemin mène vers un refuge, et l'autre vers le combat. Et c'est là qu'elle s'accomplit pleinement en tant que personnage, en choisissant d'aller combattre, et en sachant pertinemment ce qui l'attend étant donné qu'elle vient d'affronter les extraterrestres. Elle est consciente du danger, mais elle choisit d'y aller, ce qui est une magnifique preuve de courage et l'accomplissement de son parcours. De fuyarde, elle devient combattante. Le plus lâche dans cette histoire au final, c'est clairement Howard qui a choisi de se terrer dans son bunker. Bref, si cette fin a été sujette à controverse, elle est pourtant loin d'être aussi insensée que certains le pensent. Et pour ceux qui voudraient savoir comment tout ça se déroulait dans le scénario original de Campbell et Stuken, installez-vous bien confortablement, Guigui a des choses à vous révéler. Bon déjà, il faut savoir que dans ce script, Howard était innocent et c'était Emmett le gros taré de l'histoire. Howard, lui, c'était plutôt un homme brisé suite au décès de sa femme dans un accident de voiture qu'il avait lui-même causé, le gars ayant un problème avec l'alcool. Il avait ensuite perdu la garde de sa fille et vivait donc clairement pas sa meilleure vie. Et il ne connaissait pas le même destin funeste que le Howard du film. Michel lui tirait simplement dans le genou avant de s'échapper. Ce Howard était donc un personnage tragique et rongé par la culpabilité, vis-à-vis duquel on finissait par éprouver de la sympathie à la toute fin du script quand Michel réalise qu'il avait raison. Ce qui m'amène donc à la fin originale où Michel ne combattait pas de vaisseau extraterrestre. À l'origine, après avoir quitté le bunker, elle se retrouva à arpenter des routes désertes sans croiser âme qui vive. Elle finissait ensuite par grimper sur une colline qui lui donnait un aperçu de la ville de Chicago, totalement détruite par on ne sait quoi. Elle prenait alors conscience du fait qu'Howard lui avait dit la vérité depuis le début et remettait son masque à gaz avant de prendre une inspiration. Et le film se finissait comme ça. Rien ne nous était révélé sur la cause des dégâts subis par la ville, on restait en plein mystère. Et cette approche se défend. Mais j'avoue avoir un gros faible pour l'audace de la version finale. C'est selon moi cet acte 3 qui rend le film vraiment inoubliable, y apportant une véritable plus-value. Et puis bon, ça pouvait pas s'appeler Cloverfield sans une surprise du genre. Parce que c'est quoi au final Cloverfield? Abrams a toujours utilisé le terme suite spirituelle pour qualifier la façon dont ce 10 Cloverfield Lane s'inscrivait dans la saga. Suite spirituelle, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas une continuation de l'histoire du premier film. Mais du coup, en quoi est-ce une suite spirituelle exactement? Quel est cet ADN que partagent les deux films? Il y a selon moi deux dimensions à prendre en compte. La première, c'est celle du processus de production entouré de mystères. Dans un cas comme dans l'autre, Abrams et son équipe ont fait en sorte de maintenir le secret le plus longtemps possible autour du film, ce dans le but de prendre le public par surprise. Dévoiler l'existence même d'un film 2 mois avant sa sortie, je trouve ça très fort. Ensuite, il faut prendre en compte la dimension purement narrative des deux films. Qu'ont-ils en commun? Pour moi, ce sont deux films qui parviennent habilement à mélanger drame humain et film de monstres, où l'intimisme côtoie le spectaculaire. Bref, Cloverfield, c'est pas une saga classique, c'est une anthologie, à la fois de par ses thèmes et son processus de production. Et 10 Cloverfield Lane, c'est un excellent thriller. Dans sa gestion du suspense et sa façon de constamment jouer avec nos attentes pour mieux nous surprendre, le film est un véritable plaisir, profitant d'un script malin, d'un casting impeccable, d'une réalisation sans faute et d'une superbe BO. Trachtenberg a fait une belle démonstration de son talent, et j'avoue que j'attends impatiemment son prochain film, Prey, préquel de Predator, où l'extraterrestre affrontera une guerrière comanche incarnée par Amber Midthunder. Je mise beaucoup sur ce film pour redorer le blason de la saga, mais malheureusement il sortira pas au cinéma. Ouais, c'est nul. Et concernant Cloverfield, Abrams et la Paramount n'avaient bien évidemment pas l'intention de s'arrêter là. Mais on verra ça la prochaine fois. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Utip ou Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt. Salut!